3 semaines après la chute du gouvernement de François Bayrou, le secrétaire général de l'Élysée a dévoilé dans la soirée une première liste de 18 membres du gouvernement de Sébastien Lecornu. 2 tiers des ministres gardent leur poste, à commencer par Elisabeth Borne à l'éducation, Bruno Retailleau à l'intérieur et Rachida Dati à la culture. Gérald Darmanin demeure à la justice, Jean-Noël Barrot au Quai d'Orsay, Annie Genevard à l'agriculture et Manuel Valls à l'outre-mer. Ce nouveau gouvernement fait la part belle aux ministres Renaissance, puisqu'ils obtiennent la majorité des postes. Qu'est-ce que le président a tiré comme conclusion de cette dissolution? La réponse hier, c'est rien. Il n'y a pas un gouvernement qui est aussi macroniste, autant macroniste depuis des années. Principale surprise, la nomination de Bruno Le Maire à la tête des armées. Ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans, Bruno Le Maire s'était mis en pause de la vie politique. Mais son retour au sein de l'exécutif fait grincer des dents, notamment à droite. Avec 4 ministres issus de ses rangs, LR menace de claquer la porte. Bruno Retailleau réunit le comité stratégique des Républicains dès aujourd'hui. Pour le patron des LR, la composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Autre nouveauté, Éric Woerth, nommé à l'aménagement du territoire et au logement, redevient ministre 15 ans après sa dernière participation à un gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et Roland Lescure à l'industrie entre 2022 et 2024 prend du galon en devenant ministre de l'économie. Depuis l'annonce du nouveau gouvernement, les critiques fusent, y compris au sein de l'exécutif. À peine nommé, le gouvernement Lecornu paraît déjà proche de l'implosion. Le temps presse, puisque le nouvel exécutif doit présenter son projet de budget au plus tard, mi-octobre. Et on va en parler avec vous, Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Oriane, bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro, Pablo Pio-Vivien. Bonjour Pablo. Bonjour. Merci également d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Regard. Yves, le Figaro titre ce matin, à peine nommé, le gouvernement Lecornu déjà menacé. Ça résume ces dernières heures. Ah bah oui, ça résume les dernières heures qui sont épiques, je dirais, et cocasses. On avait rarement vu ça sous la Ve République. Parce que là, il y a vraiment une ambiance, on ne l'a pas vécu les uns et les autres. Mais moi, on me l'a raconté, je l'ai lu, une ambiance de 4e République, quoi, qui était absolument impressionnante. Et là, eh bien, écoutez, effectivement, bon, ce qui se passe, je pense que c'est un problème principalement de règlement de compte à l'intérieur de la droite, à l'intérieur du parti Les Républicains, mais pas que, parce que ici même, d'ailleurs, au Sénat, les UDI est en révolte, enfin tout le monde est mécontent ce matin. Je pense que la nomination de certains ministres, et notamment celle de Bruno Le Maire, eh bien, a fait exploser la cocotte. Vous avez compris le revirement de Bruno Retailleau hier soir à 21h30 ? Bah, je crois qu'il y a plusieurs lectures. Il peut y avoir une première lecture qui est assez classique, et de se dire que la constitution du gouvernement ne lui plaît pas. Bon, ça me paraît une lecture un peu simplette. Il y a une lecture plus difficile et plus compliquée à argumenter peut-être, mais qui me paraît davantage correspondre à la réalité. C'est qu'il y a à l'intérieur des LR de réels tiraillements, et qui sont plus que des tiraillements. Il y a un vrai débat sur savoir est-ce qu'il faut rester ou pas au gouvernement. Ça avait commencé d'ailleurs... Ça a toujours existé entre la ligne Wauquiez et la ligne Retailleau. Retailleau étant pour un maintien dans le gouvernement parce qu'il faut faire front et ne pas laisser la gauche arriver. Et puis la ligne Wauquiez qui dit finalement on se brûle les ailes en collaborant avec un gouvernement à tendance macroniste. Et donc, la nomination de Bruno Le Maire aux armées, qui est un ancien d'ailleurs de LR, finalement, d'après moi, n'est qu'un prétexte qui a fait effectivement tourner Kazakh Bruno Retailleau. Ouais. Vous avez la même lecture, Pablo ? Oui, enfin, c'est Yves, le grand spécialiste de la droite et le Figaro. Mais moi, ce que je pense, c'est effectivement tout ça ressemble à une farce. Enfin, je veux dire, les Français et les Françaises qui ont suivi la soirée d'hier ont dû se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, on a quand même un gouvernement qui est exactement, à peu de choses près, le même que le sortant, qui pourtant avait été renversé par les députés. Et globalement, ce gouvernement qui ressemblait déjà à celui qui avait été renversé au moment de Michel Barnier.
Barnier, à la fin de l'époque Michel Barnier. Donc on renverse les gouvernements, les députés ne sont pas d'accord avec les gouvernements, avec les directions qui sont prises par leurs exécutifs, et puis c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu problématique, mais en vérité, je pense que la crise, elle est plus profonde en fait. Ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'exécutif n'est que le symptôme en fait d'une crise politique en France qui est bien plus profonde. C'est Alain Duhamel qui le disait au début du mois de septembre dans une interview au Monde. Il disait on a une crise qui est multifactorielle, qui est politique, économique, sociale, enfin qui revêt énormément de paramètres. Ouais. Et aujourd'hui, un de ces symptômes, c'est ce problème dans l'exécutif, avec un exécutif, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et des ministres qui font, il faut le dire, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, l'idée en fait que Sébastien Lecornu, par exemple, puisse être Premier ministre, diriger un gouvernement dans le contexte actuel, après la chute de François Bayrou, était une hérésie. Tout le monde le disait depuis le début. C'est-à-dire que c'était une mission impossible, et effectivement, c'est tellement impossible qu'il fait n'importe quoi. Et derrière, on a des parlementaires. Je ne vois même pas comment il va arriver jusqu'à sa déclaration de politique générale, puisque vous avez déjà une partie du gouvernement, à savoir Bruno Retailleau et quelques LR, qui commencent à dire nous, est-ce qu'on a envie de participer véritablement à ce gouvernement ? Et justement, Pablo, vous le dites, c'est la question de ces prochaines heures. Les LR vont-ils ou non rester au gouvernement ? On va écouter ce qu'en pense Xavier Bertrand. Il était ce matin sur RTL. Pour moi, oui, nous ne pouvons pas participer à ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que nous devons dire au président de la République, stop, on ne peut pas continuer comme ça. Vous devez maintenant tenir compte de ce qui s'est passé aux élections législatives. Vous les avez perdues, Monsieur Macron. Et aujourd'hui, c'est à vous de réparer la faute qui a été la dissolution. Est-ce qu'il faut redissoudre, du coup, là, aujourd'hui ? Eh bien, on va voir ce que Emmanuel Macron est capable de comprendre et est capable de dire. Il y a différentes possibilités. Notre constitution n'est pas une constitution en carton-pâte. Il y a différentes solutions. Yves, est-ce que les LR peuvent désormais rester au gouvernement après les déclarations de Bruno Retailleau hier soir ? On va voir, parce qu'ils peuvent poser leurs conditions. Ils peuvent poser des conditions, et le gouvernement et Sébastien Lecornu acculés, être obligé de recevoir les obligations qui lui sont imposées. Mais ça peut être quoi ? Parce qu'il ne va pas démettre Bruno Le Maire à peine nommé. Tout est possible. Là, je veux vous dire, depuis maintenant 18 mois, tout est possible. On a tout vécu, donc tout est possible. Hein. Mais ils ont intérêt à y rester. Alors, je ne crois pas qu'il puisse faire un discours de politique générale sans avoir un gouvernement constitué derrière lui. Mais il y a une autre aussi hypothèse, c'est qu'il n'est pas du tout obligé, au terme de la Constitution, de faire un discours de politique générale. Même s'il s'est engagé à le faire demain. Oui, mais il s'est engagé, mais bon, comme vous le savez, depuis Pasqua, il n'y a que ceux qui écoutent qui sont engagés, vous connaissez la formule. Donc, non, on va voir. Mais moi, ce que je vois pour débloquer la situation là, si Bruno Retailleau, ils ont besoin des LR. Ils ne peuvent pas constituer un gouvernement sans LR, parce que sans LR, ça veut dire qu'il se rajouterait une opposition au Parlement. Et puis, il n'y a pas que les LR, d'ailleurs. Il y a les centristes, enfin une partie des centristes. On parlait de l'UDI tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils perdent la majorité ici au Sénat, sans LR et sans UDI. Évidemment. Donc, ils sont obligés, s'ils veulent tenir, de tenir compte de ce que LR va leur imposer. Ça peut être effectivement le retrait de quelques ministres. On va voir. Mais ça, d'ailleurs, c'est un des paradoxes et des gros problèmes auxquels fait face Sébastien Lecornu. C'est que là, depuis juillet dernier, l'idée, c'est que, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a une tripartition de l'espace politique, mais au Sénat, c'est solidement ancré à droite. Et lorsqu'on compte les députés et les sénateurs qui seront présents en commission mixte paritaire, alors les LR pèseront beaucoup avec leurs alliés centristes de droite. Le problème, c'est que s'il commence à perdre, et là, il a énervé, en fait, la majorité au Sénat. Jusqu'à Hervé Marseille ? Jusqu'à Hervé Marseille, qui est un peu sorti de ses gonds. Et j'ai vu le communiqué de presse de l'UDI, il est quand même salé, quoi. Et il me dit, mais du coup, Sébastien Lecornu ne peut même plus compter
dans la composition actuelle de ce gouvernement, il ne peut même plus compter en fait sur le Sénat. Ce n'est même plus son bras armé, le truc en fait qui lui permettait dans une CMP éventuellement par exemple sur une loi budgétaire de l'emporter et de faire valoir la voix des LR. Donc là il y a un gros problème aussi au niveau de cette équation-là. Et que pensent les autres membres du socle commun de la stratégie des LR? On va écouter Jean-Noël Barrot, il est membre du MoDem, ministre des Affaires étrangères. Je ne peux pas croire, si vous me demandez ce qui va se passer dans la journée, que dans la situation tragique dans laquelle se trouve notre pays, avec la nécessité absolue de lui donner un budget, que le parti du général de Gaulle puisse se désolidariser, puisse se livrer à un chantage sur les Vous places. dites je ne peux pas croire, mais c'est exactement ce qui va arriver. Donc c'est quoi, vous êtes naïf? Je ne peux pas le croire. Je crois que ce n'est pas moi qui suis dans le déni. Je pense que c'est celles et ceux qui pensent encore que la classe politique peut se livrer à ces calculs de boutique, en quelque sorte, alors même que la situation du pays est extrêmement grave et que les Français le voient. Ils sont dans un chantage, les LR, dans un calcul de boutique, comme le dit Jean-Noël Barrot? Oui, alors on n'est pas obligé d'employer ces mots-là, mais effectivement, oui, c'est une négociation. Chacun, on est vraiment revenu, je veux dire, au temps des partis. Là, c'est tout ce que le général de Gaulle détestait, c'est tout ce que il n'y avait pas existé sous la Ve République. Et là, on est vraiment dans le jeu des partis. C'est les partis qui ont la main. Je pense que ça va être catastrophique si jamais un jour, et ça peut arriver très vite, il y a des élections législatives. Je pense que la plupart des formations politiques qui composent aujourd'hui l'Assemblée nationale vont se prendre une fessée, mais qui va être redoutable. Et on connaît déjà celui qui va tirer les marrons du feu. Donc c'est à craindre. Et aujourd'hui, effectivement, ce sont les partis, ce sont des calculs de boutique qui ont la primeur. Alors moi je suis pas d'accord. Moi je pense pas que ça soit des calculs de boutique, enfin uniquement des calculs boutiquiers. Je pense que c'est aussi des problèmes identitaires en fait pour les partis. Il est compliqué aujourd'hui au sein du socle commun, par exemple, si je ne prends que celui-ci, vous avez différents courants. Jean-Noël Barrot, il est membre du MoDem, mais vous avez aussi les gens de Horizon, les gens de l'UDI, les gens de LR, et chacun en fait essaye de se construire une identité politique, ce qui n'est pas évident en fait dans le moment. Bruno Retailleau, par exemple, ça a été rappelé par Yves très bien tout à l'heure, mais Bruno Retailleau, il est plutôt, moi quand je l'écoute, j'ai plutôt l'impression d'entendre un ministre de l'Intérieur du Rassemblement national, mais je vois bien qu'il fait une alliance, en fait, avec une alliance politique avec les macronistes. C'est ça sa position. C'est de dire, nous on tient le même discours, mais quand même on fait des compromis avec le pouvoir centriste parce qu'on est un pouvoir, on est une droite dite de gouvernement. Comment ? Lui il parle pas d'alliance. Non mais d'accord, mais de fait c'est une alliance. Enfin, de fait il est dans le même gouvernement que Jean-Noël Barrot et que Sébastien Lecornu qui est un proche du président de la République. Enfin, je veux dire, tout ça, il peut nier en fait la réalité des primes, mais enfin c'est ce que c'est. Mais donc les LR, il faut qu'ils trouvent leur espace politique. Et lorsque Laurent Wauquiez, par exemple, en bureau national des LR, dit « Moi, je veux pas qu'on participe à ce gouvernement », je comprends sa position. Sa position, c'est de dire « Pourquoi est-ce qu'on va se mélanger, en fait, avec le macronisme, qui est l'espace politique le plus détesté de France ?» Je veux dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est rejeté par une majorité de Français. Pourquoi est-ce que les LR iraient dans cette galère, alors que leur objectif, c'est quand même d'avoir un candidat à la présidentielle en 2027 qui arrive à se détacher précisément de cet héritage macroniste, tout en essayant de ne pas être le Rassemblement national, parce que vous avez déjà une partie des LR qui est partie au Rassemblement national avec Éric Ciotti, une petite partie, mais c'était quand même le président des LR. Donc il y a un problème en fait identitaire. Et Jean-Noël Barrot, c'est la même chose. Jean-Noël Barrot, il est MoDem. Oui, mais l'identité, la priorité, c'est pas l'identité des partis. Ça, surtout que, sincèrement, c'est une feuille de cigarette qui les sépare les uns les autres. Et ils seraient capables de s'entendre s'ils mettaient l'avenir de ce pays et l'intérêt de ce pays en priorité. Il est là le sujet, c'est que personne ne met l'intérêt général et l'intérêt de ce pays en priorité. L'intérêt de ce pays en priorité, c'est de dire il faut qu'il y ait une stabilité jusqu'à l'élection présidentielle. Servons-nous de l'élection présidentielle comme butoir, comme date butoir et comme espace de débat sur l'avenir que la France veut se donner, que les Français veulent se donner. Est-ce que c'est un avenir plutôt à gauche, plutôt à droite? Enfin bon, ça c'est le problème d'une élection. Mais là, en attendant, je pense que on n'a rien à gagner à ce qui va se passer parce que ça va être un bazar terrible et tout le monde va être perdant. De toute manière, tout le monde est perdant là. Tous perdants. Et ça va coûter une fortune
en plus, on va continuer à creuser notre tombe. C'est exactement ce qui se passe. Mais est-ce que les LR se retrouvent face à leurs contradictions, leurs divergences? On va voir ce qu'en dit le porte-parole. Face à leurs divergences. On va voir ce qu'en dit le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. Qui sont précisément des divergences de stratégie, de tactique politique. On va voir ce qu'en dit Laurent Jacobelli. Je vous fais réagir juste après. Il était sur TF1. Assez compliqué d'être républicain aujourd'hui, d'avoir un pied dedans et un pied dehors, d'être dans la majorité et dans l'opposition. Monsieur Bruno Retailleau est là face à ses propres turpitudes, en fait. Est-ce qu'il va vouloir travailler avec Monsieur le maire, eux qui ont négocié pour avoir des postes à tout prix, qui ont trahi leurs électeurs? Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'épreuve de vérité, voire l'épreuve de l'implosion pour les LR. Il y a un moment, il va falloir choisir. Soit ils continuent avec Emmanuel Macron, cette politique du désastre, du sabotage de la France, soit ils rejoignent l'opposition que représente le Rassemblement national pour essayer de construire un nouveau projet pour la France. C'est l'épreuve de vérité ? Là, on est dans une épreuve de vérité, oui. Là, ça passe ou ça casse. On a plutôt l'impression que ça va casser. Au sein même des LR ? Non, alors au sein des LR, oui. Soit Bruno Retailleau, finalement, à mon avis, le divorce, il y a un divorce en interne qui est en train de se... Soit Bruno Retailleau rallie le gouvernement finalement, et à ce moment-là, il y aura une brisure à l'intérieur du parti, enfin une scission, enfin pas une scission, mais il y aura un divorce. Avec Laurent Wauquiez, avec David Lisnard aussi. Voilà. Soit, au contraire, il prend sa position de 22h30 hier soir, c'est-à-dire de rupture par rapport au gouvernement, de cassure, de 21h22, et à ce moment-là, LR sort, me semble-t-il, de l'espace central. Pablo. Oui, j'avoue que je vois pas trop la ligne de crête dans laquelle les LR sont engagés depuis maintenant au moins 2022. En 2022, il faut quand même pas oublier qu'ils ont une candidate à l'élection présidentielle qui a fait un score ridicule, en fait, par rapport à la famille politique que représente historiquement la droite conservatrice. Valérie Pécresse qui a fait moins de 5%. Exactement. Et que depuis, ils n'ont pas réussi, en fait, ni à... moi, je reviens, en fait, sur la question idéologique, ni à ancrer idéologiquement dans le pays, en fait, ce qu'était leur positionnement politique. Et ce que dit Laurent Jacobelli, qui est un député Rassemblement National, est assez juste. Il lui dit, soit vous êtes des macronistes, soit vous venez avec nous. Arrêtez d'essayer de tortiller comme ça, alors même que c'est la seule alternative que vous, les LR, vous avez devant vous. S'ils veulent nous expliquer qu'il y a une troisième voie entre le macronisme et l'extrême droite, je suis désolé, mais pour l'instant, je ne la vois pas. Pour l'instant, je vois parfois en fait des discours qui arrivent à passer le mur du son, comme celui de Bruno Retailleau, mais alors... Marine Le Pen, Jordan Bardella, Laurent Jacobelli et les autres disent « c'est exactement ce qu'on dit. C'est juste que vous êtes bloqués parce que, par exemple, vous n'avez pas la main sur les visas et vous êtes ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas la main sur les visas. Alors que nous, si c'est nous qui étions au pouvoir, nous, le Rassemblement National, alors nous aurions les possibilités de mettre véritablement en œuvre les discours offensifs de Bruno Retailleau. » Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Républicains, alors pour le coup, ont une identité propre. Que sur le front régalien, effectivement, il peut y avoir des similitudes avec le Rassemblement national, mais il faut arrêter de dire qu'ils pillent le Rassemblement national. C'est des idées que vous reprenez, qui étaient les idées du RPR il y a 40 ans, c'est exactement les mêmes. En revanche, sur le plan économique, c'est radicalement différent. Je veux dire, là où on est dans une sauce infâme, on ne sait pas ce qu'ils pensent finalement sur le plan économique, le Rassemblement national. D'ailleurs, ils ne disent pas la même chose selon que c'est Mme Le Pen ou M. Bardella. Il y en a un qui est plus ou moins libéral. Enfin, on n'a jamais compris exactement. Sur les retraites, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. Alors que chez les Républicains, il y a quand même une ligne qui paraît assez claire, qui est celle d'un libéralisme de bon ton, on va dire. C'est pas non plus très révolutionnaire, mais il y a quand même, sur la retraite, par exemple, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ambiguïté. Ils sont pour, tout à fait raison, Yves, ils sont pour la réforme des retraites qui avait été portée par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, en fait, sur le versant libéral, ils deviennent business à la sauce Macron. Et c'est quand même ça, c'est quand même un problème. Et tu me dis, sur le régalien, il ressemble au RN, c'est vrai quand même un peu, même si c'est des idées qui sont dans l'air du temps. Et sur le côté libéral, il ressemble à Macron. D'accord, c'est exactement ce que dénonce Laurent Jacobelli. Au bout d'un moment, choisis ton camp camarade.
Oui, mais bon, ça veut dire qu'ils ont quand même une identité propre, contrairement à ce que dit M. Jacobelli. Puisque vous parlez des retraites, ce matin, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, dit qu'il y aura censure s'il n'y a pas de nouveau débat parlementaire sur les retraites. Je comprends pas trop Olivier Faure qui, à peu près tous les 2 jours, nous donne un si. Genre, on sait très bien que les socialistes vont voter la censure. Depuis le premier jour, c'est à peu près Pour clair. vous, c'est acté. Parce qu'on a l'impression que les socialistes, ils cherchent des conditions pour ne pas la voter. J'entends Olivier Faure qui dit oui, mais on va peut-être lui laisser sa chance. Il disait ça encore. Il fait une manif contre le gouvernement jeudi dernier et dans la manif, il dit on va peut-être lui laisser sa chance. Non mais stop. Au bout d'un moment, là, il y a plus de chance. Sébastien Lecornu creuse sa tombe un peu plus tous les jours, creuse la tombe de son gouvernement. Stop, maintenant on arrête, on va voter la censure et puis on passe à autre chose. Et surtout, on essaye de penser la suite. Parce que la suite, c'est quand même la dissolution, c'est la présidentielle, c'est tout ça. Et à gauche, franchement, les équations sont quand même un peu complexes. Il y a une dissolution, je sais pas qui repart. Est-ce qu'il va y avoir des candidats communs du nouveau Front populaire dans toutes les circos? Est-ce qu'ils vont réussir à se mettre d'accord? Est-ce que c'est dans certaines et pas d'autres? Donc vraiment, Olivier Faure et d'ailleurs tous les autres, bossez. Parce que la dissolution, c'est peut-être demain. Yves, oui, pour vous, censure inéluctable dès cette semaine du gouvernement Lecornu, les socialistes, on va voir, les socialistes à votre là, bien malin qui peut donner l'emploi du temps de la semaine, parce que le seul repère, c'est effectivement le rendez-vous de déclaration de politique générale du Premier ministre. Mais aura-t-elle lieu? Faut qu'il y ait un gouvernement pour pouvoir la prononcer, cette déclaration. Est-ce que finalement il va pas la zapper? C'est encore possible, puisque la Constitution ne l'oblige pas à la prononcer non plus. Bon, on n'en sait rien. Mais ce qui est probable, le plus probable, on va dire, c'est qu'effectivement, il y ait un changement encore de calendrier dans la semaine. On va voir. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que c'est très très mal parti. C'est la seule certitude qu'on ait. On n'a pas parlé du Rassemblement national et de la position du Rassemblement national, mais hier, il y a eu 2 tweets, parce que maintenant c'est comme ça que s'expriment les hommes et les femmes politiques, mais de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui laissaient assez peu de doutes quant à la position du Rassemblement national. Ils sont sur la censure maintenant. Ils sont sur la censure. Oui, mais donc là... En disant qu'il n'y a pas de rupture. Exactement. Si pas de rupture, censure. Exactement, mais bon, là, vraisemblablement, dans la nomination, en tout cas des ministres, il n'y a pas de rupture, c'est exactement les mêmes que l'équipe précédente, avec un peu de l'équipe encore précédente, mais bon, tout ça, c'est la même soupe. Et donc, si vous avez le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, c'est plié, en fait. Et comme il y a une motion de censure qui va être déposée demain par la France insoumise, ils l'ont déjà annoncé, mercredi, vous avez un gouvernement Sauf qui saute. Il faut voir si le Rassemblement national accepte de voter la censure. Mais ça, ils le disent. Du Front populaire, Alors, de LFI. C'est pas réciproque, c'est-à-dire que la gauche n'ira jamais voter la motion de censure de l'extrême droite. En revanche, l'extrême droite, on l'a vu de par le passé. Ça, ils ont fait sauter Barnier. Est-ce que là, ça veut dire que ce sont aussi les heures d'Emmanuel Macron qui sont comptées, si jamais le gouvernement Emmanuel Macron est au centre du jeu, parce que c'est lui qui est en cause, là. D'ailleurs, Lecornu est son Premier ministre, donc... c'est lui qui est en cause. Et c'est lui qui a les armes en main pour pouvoir dénouer la situation, qui passe soit par une nouvelle dissolution, ce qu'il peut très bien faire, puisque maintenant il en a le pouvoir, le délai étant passé, soit quelque chose qui, à mon avis, n'arrivera pas, mais qui serait une démission, c'est-à-dire qu'il se retire du jeu, dans un geste gaullien, pour remettre l'église au milieu du village. Et pour organiser le débat public. Yves avait raison tout à l'heure de dire c'est ça l'horizon. C'est bien organiser le débat public pour qu'il y ait une campagne digne de ce nom, qu'elle soit législative, présidentielle. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression c'est pas l'intérêt général, je pense qu'il faut chercher, c'est l'organisation de ce débat public à la hauteur. Allez, on va terminer par l'histoire du jour. Un petit peu de légèreté, c'est l'histoire d'un célèbre gâteau que vous connaissez forcément, les galettes Saint-Michel. Elles fêtent leurs 120 ans pour la première fois. À cette occasion, les portes de l'usine de Saint-Père-en-Retz sont ouvertes, mais pas d'emballement. Vous ne saurez absolument rien des secrets de fabrication de la fameuse galette, à part que 84% des ingrédients sont d'origine française et qu'elle est cuite entre 200 et 300 degrés. Alors l'histoire, elle commence en 1905 à Saint-Michel-Chachef, près de Nantes. C'est une petite galette ronde qu'un pâtissier et sa femme sont allés vendre sur les plages aux familles bourgeoises. Et là, hop, c'est l'emballement. L'usine désormais fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que vous savez combien ils se vendent galettes Saint-Michel chaque année dans le monde ?
C'est en millions. 600 millions. 600 millions de galettes. Alors, si jamais ça vous a donné l'eau à la bouche, sachez qu'il y a 40 postes à pourvoir en CDI sur les sites de Saint-Michel et de Saint-Pé. 60% de beurre, donc... Et aussi. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.